Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes un petit peu surpris d'entendre une voix différente de celle de d'habitude. Et non, ce n'est pas la douce voix de Zagios, ni celle de Tuturin qui vous accueille aujourd'hui, mais c'est moi, Isipra. Alors, on se retrouve pour une petite session de ladder en War Control. On est rang 6, une étoile, je crois, oui c'est bien ça. Il faut savoir que je tourne cette vidéo pas en direct, même si pour vous c'est de toute façon du différé. Simplement parce que c'est un petit peu bruyant chez moi en ce moment et je préfère commenter cette vidéo une fois que c'est plus calme. Alors, première partie contre un démoniste, Joey 258. Forcément, face à un démoniste, on va garder de quoi contre un zoo. Je décide quand même de garder le chasseur de gros gibier. Pourquoi? Simplement parce qu'on a déjà une fabricante d'armure et une morsure de la mort qui sont deux bonnes réponses face à des zoos. Et donc un BGH au cas où ce sera un headlock, c'est sympa aussi. Alors tour 1, normalement on devrait rapidement voir si c'est un zoo ou non. Sauf s'il fait une mauvaise sortie, ce qui est possible également. Déjà s'il réfléchit tour 1, c'est peut-être pas un zoo. Ah, si, un diablotin des flammes. Malheureusement on n'a pas de réponse en main, on n'a pas la petite hache, qui aurait été sympathique. Non, là on va devoir passer le tour sans rien faire, on a plus chaleur de bouclier qui est malheureusement pas très utile pour le moment. Espérons qu'il n'ait pas un jongleur de couteau tour 2, serait quand même assez embêtant parce qu'on n'a toujours pas de quoi aller chercher les créatures adverses. Et s'il commence à les empiler les unes après les autres, on va rapidement prendre des dégâts sans rien pouvoir faire. L'air d'hésiter encore pour ce tour-ci, décidément un zoo qui réfléchit, c'est... Ah. Pourtant c'était plutôt évident comme play. Du coup 2-3D sur le board, et ah, le top deck de la hache de guerre embrasée, qui tombe bien, vraiment qui tombe bien. On aurait peut-être bien aimé l'avoir un tour plus tôt, mais c'est pas encore trop tard, mieux vaut tard que jamais. Ça va nous permettre d'aller chercher le jongleur et probablement le diablotin au prochain tour. Ah non, bah du coup deuxième jongleur de couteau, on va évidemment préférer chercher le jongleur à cause de son pouvoir. Oui, pas grand chose d'autre à jouer. Et je crois que, oui, je crois qu'ici on est un petit peu obligé d'utiliser le heure de bouclier. Parce que, bah déjà face à un zoo, il y a peu de chances qu'on arrive à accumuler beaucoup de boucliers, donc autant l'utiliser sur des créatures comme ça. Et aussi parce que ça laisse un board vide. Du coup, on arrive tour 4, il y a de grandes chances pour qu'il pose une voire deux créatures. Ok, et comme on a une morsure en main, on pourra encore aller gérer une ou deux créatures justement. On n'a pas grand chose d'autre à jouer. Oh, un tour vide de sa part, ça nous arrange, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment sympa pour nous. Un tour vide pour un zoo, tour 4, c'est vraiment dur. Ça veut certainement dire qu'il a de grosses créatures en main. Peut-être Garde Funeste, Dr Boom, Mal'Ganis peut-être. Si la Garde Funeste a ce sourcil, en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas le jouer, je pense. Voilà, comme on le pensait, un Garde Funeste qui arrive. Oh, il perd Dr Boom et Plaie Funeste. Ça, c'est bien pour nous. C'est deux grosses menaces en moins, ouais. Dr Boom, ou même si on avait le BGH. Et Plaie Funeste, ouais, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, on n'a pas de quoi gérer ce Garde Funeste. On n'a pas d'exécution, on n'a pas de sous-chef, qui aurait été vraiment sympa ici pour comboter avec le chasseur de gros gibier. Donc là, pas le choix, faut qu'on place la Vierge guerrière. Il nous faut vraiment une réponse, hein, ici. Il faut qu'on pose une créature, on peut pas se permettre d'aller taper deux fois dans le Garde Funeste, on prendrait bien trop de points de dégâts. Et la partie risque de se terminer assez vite. Qu'est-ce qu'il... Chef du camp du diablotin, c'est embêtant. Marcheur du vide et un sous-chef. Non, un sergent grossier. Ouais, c'est bien ça, un sergent grossier. On est déjà à combien? 13 points de vie. Il a 4 créatures sur table. Ouais, on a beau piocher un créature, ça va pas nous aider. Ouais, là on est vraiment en situation critique. Et qui dit situation critique dit YOLO baston. En espérant évidemment que ce soit pas le Garde Funeste qui réapparaisse. Oh, c'est vraiment un gros coup de chance. La Vierge guerrière, ça pouvait simplement pas être le meilleur hip-hop. D'autant plus qu'il a une main quasiment vide. Et ouais, franchement, ça nous arrange beaucoup. Ah, bon, deuxième Garde Funeste, c'est embêtant également. Et on est déjà à 8 points de vie, ça va vite. Là par contre, le choix est vite fait. On n'a qu'un seul play possible. Disons, un seul play optimal, c'est de poser le Crash Vase. De poser ensuite la fabricante d'armure et d'aller complètement face. Pourquoi? Simplement parce que ça nous donne le létal au prochain tour, puisque le zoo n'a jamais de quoi finir des créatures.
Ça nous donne également 3 points d'armure, ce qui nous fait passer à 11 points de vie. On a un taunt sur table. Même s'il a une chouette et une puissance accablante, c'est pas suffisant. Voilà, c'est le cas, il abandonne. C'était normal, je vois pas trop ce qui aurait pu nous tuer ici. Et c'est donc une première victoire. On passe à rang 6, 3 étoiles. Série de victoires. Alors, faut savoir que dans ce War Control, j'ai mis une petite spécificité entre guillemets, parce que c'est un War Control très classique. C'est que j'ai pas mis de tourbillon, que je trouve pas très utile en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on rencontre assez peu de paladins mid-range. Je rencontre pas trop des paladins non plus. À ce rang-ci, c'est pas, on en voit pas des masses. Et simplement parce que je trouve que le tourbillon est faible contre je sais pas, peut-être le voleur mid-range, le druide mid-range également, et surtout le Grim Patron. Le tourbillon est vraiment une carte morte contre le Grim Patron, ce qui est pas le cas de l'enchaînement que j'ai remplacé du coup. L'enchaînement qui est vraiment utile contre les druides mid-range, ça fait un travail de fou. Alors, toujours un deuxième démoniste ici. Certainement pas du tout, puisqu'il pose un croc zombie. On n'a pas une mauvaise main encore, hein. Un Fembricant T2, sous-chef probablement qu'on va poser au prochain tour, morsure de la mort également. Bon ensuite Alexstrasza Baronguénon c'est moins sexy mais ça reste pas mal. Il connectionne, donc ça veut dire que ça... Du coup il ne reste que 3 démonistes possibles, ou bien c'est un endlock, même si je pense pas que ce soit ça, on voit quand même pas très souvent des crocs zombies dans la endlock. Ça pourrait être un OTK, mais pareil, on rencontre pas souvent des OTK en ce moment. Je pense plutôt à un Melgos. Il y a de grandes chances que ce soit un Melgos. Ça nous arrangerait, puisque le match-up est pas vraiment défavorable, c'est un petit peu comme les Mage Frost. Si on parvient à accumuler suffisamment d'armure, normalement on devrait pouvoir gagner, puisque tout comme le Mage Frost, le Melgos a un burst quand même très important, mais qui reste limité. Un Drake des crépuscules qui nous embête ici, parce on peut pas le chercher avec notre morsure de la mort, il nous manque un point de dégâts, c'est bien dommage. J'ai pas non plus franchement envie d'aller taper 2 coups de morsure dedans, surtout qu'entre temps il pourra aller trader notre sous-chef. Je pense qu'ici notre seule solution, ouais, c'est d'utiliser un Hurt bouclier, évidemment d'armor up avant, ensuite d'aller trader notre sous-chef, et de laisser un bord de vide. De toute façon, si c'est bel et bien un Malygos, les Hurts de bouclier ne seront pas forcément très utiles, alors autant les utiliser maintenant. Après ça peut être un headlock, hein, bien sûr, un croc zombie, Drake du crépuscule, on trouve de ça bien évidemment. Il se contente de connexionner, ça nous arrange. Ici, bah, play assez évident, fabricant d'armure plus armor up. La morsure de la mort est vraiment pas utile, pour 2 raisons. D'une, parce que ça nous empêche de faire notre armor up. En cas de Melgos, on essaye d'utiliser notre pouvoir un maximum, pour emmagasiner le plus de vie possible. Et aussi parce qu'on a plus de l'exécution. Comme ça, si jamais c'est un headlock qui nous pose un géant à ce tour-ci, on aurait de quoi gérer ce même géant. Tour 5, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il a 9 cartes en main, il peut pas se permettre de connexionner sans poser quelque chose. Ça a l'air de l'embêter, hein. Il réfléchit. Qu'est-ce qu'il va poser? Pour 5 points de mana. Un robot de soin antique. Ça veut très probablement dire que c'est pas un headlock. Non, il y a très peu de chances que ce soit un headlock si c'est... Sinon il attendrait bien évidemment les géants de lave. D'autant plus qu'il n'est pas franchement très rentable ce robot de soin. Du coup, ouais, à mon avis, c'est un Melgos. Hein. Je vois pas d'autres explications à ce play. En espérant qu'il... Si c'est un Melgos, on espère qu'il est pas Torisan à ce tour 6. Évidemment, on peut toujours espérer. Forcément qu'il a Torisan. Il réduit 8 cartes. 8 cartes, c'est très important. C'est très important pour un... Ça fait vraiment beaucoup, surtout pour un Melgos. Ici, heureusement qu'on pioche le Crash Vase. Ça nous permet de mettre une créature d'armor parce qu'on avait vraiment pas envie de Baronguénon à ce tour-ci. Il y a de très grandes chances pour qu'il ait un BGH de toute façon. Et puis ça nous permet encore une fois d'utiliser notre pouvoir héroïque à ce tour. Tour 7, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Peut-être un Docteur Boom. Ça peut jouer dans les Melgos, même si j'en croise pas des masses. Il connectionne encore. Ouais, s'il connectionne, il faudra encore qu'il joue quelque chose. Pour 5 points de mana, il pourrait jouer un deuxième Drake du Crépuscule par exemple. Ce serait pas mauvais du tout. Même si j'ai l'exécution, heureusement. En tout cas, il va falloir qu'il joue quelque chose. S'il veut pas se mêler. Ouais. Un siphon. Un siphon, encore une fois, ça lui donne de bonnes informations. Ça veut dire que. Parce qu'il sait très bien que je suis en War Control, puisque j'ai joué Crash Vase hors de bouclier. Et donc, utiliser un siphon pour tuer un Crash Vase, c'est vraiment pas efficient, il le sait également.
Ça veut dire qu'il a rien de bon à jouer en main. Ça veut dire qu'il a probablement beaucoup de sorts. Qu'il a déjà réduit pas mal de sorts et qu'il attend Malygos. À moins qu'il ait déjà et qu'il attend le tour 10. À mon avis c'est plutôt ça, c'est qu'il a pas mal de sorts en main. Et qu'il attend. Flamme infernale. Probablement une bombe de matière noire ensuite. Pour aller gérer ma Sylvanas. Voilà. Bon, 22 points de dégâts, je suis encore loin du létal. Ici Alexstrasza se met très bien, pourquoi? Simplement parce que, bah déjà ça fait 7 points de dégâts, c'est une 8 solide. Et aussi parce qu'il y a de grandes chances qu'il fasse un chasseur de gros gibier. Du coup derrière, comme j'aurais 10 points de mana, je pourrais faire Baron Guédon, acolyte de la souffrance, et tuer son chasseur de gros gibier tout en me faisant piocher. Voilà, c'est le cas, BGH, Crash Vase, ça c'est un peu plus embêtant mais bon. C'est pas très grave, voilà. Voilà, n'hésite pas. On n'avait pas vraiment meilleur play, puis on n'a pas une main très remplie. War contrôle, essayer de remplir sa main maximum, c'est la win condition. Là on espère qu'il n'ait pas un deuxième BGH, ça ferait vraiment mal, et j'aurais pas vraiment de quoi le gérer à part utiliser la baston. Même si ce serait pas si grave d'utiliser une baston pour ça. Ah, éruption de diablotin. 2, ça va. Franchement ça aurait pu être bien pire, même si ça lui permet évidemment d'aller trader le Baron Guédon, il n'a pas de raison de pas le faire. Pour 6 points de mana, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il connectionne encore? S'il connectionne encore, c'est un petit peu risqué, hein. Il se met à portée d'un gros match sous-chef, mais... Ah, deuxième Crash Vase. C'est embêtant. Vierge, non, ici Isera est bien meilleur, simplement parce qu'il a déjà utilisé un siphon. Pas de chance qu'il en ait deux, je pense. Il pourrait peut-être faire une chouette, mais ce serait pas encore si gênant que ça reste une 4-12 solide sur le terrain. On va voir. Quoique il a combien? Il a 4, 5, 6, 28. Ouais non, il faudrait qu'il fasse 28 points de dégâts ce tour-ci, il y a peu de chance quand même avec un Malygos. Non, il connectionne, voilà, chouette comme on le pensait. Deuxième robot, c'est embêtant, ça le remet à 19 points de vie. Du coup là on n'est pas super bien, il a quand même un board plutôt solide, il a 10 points de dégâts. Une maîtrise du blocage qui va pas vraiment nous aider. Là oui, là on a un play quand même assez évident, c'est Vierge Guerrière, Drake Émeraude. Et on trade l'un d'eux. On aurait bien aimé avoir le réveil d'Isera pour cligner tout ça, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Là, combien? 10 points de... Non, c'est bien ça, 10 points de dégâts sur table, ça me met à... Je me j'ai 33, ça me fait à 23. 23, oui c'est bien, si je sais bien compter, ça me met 23. Est-ce qu'il pourrait faire 23 ce tour-ci avec Malygos? C'est possible. Non, c'est pas le cas puisqu'il connectionne. Il hésite, à mon avis il hésite. Est-ce qu'il trade? Est-ce qu'il voit des dégâts? Il trade. Il trade au moins la 7-6 j'imagine. Et Docteur Boom, ça c'est embêtant. Même si on a un BGH en main. Simplement parce que ça met des petites créatures sur table et on n'a pas le temps. On n'a tout simplement pas le temps d'aller chercher ces petites créatures. Je pense qu'ici le mieux c'est de baston. Pour aller chercher les petites créatures qui... Parce qu'on n'a pas le temps en fait d'aller chercher ces petites créatures et on a envie que les cligner le plus vite possible. Parce que mine de rien faire 3-4 points de dégâts par tour, à force il va réussir à accumuler suffisamment de dégâts pour passer avec son Malygos. Et on va vraiment lui laisser le moins de chance possible. Ici, encore une fois on a de la chance sur la baston, hein, la Isera qui s'en sort. Ou bien je crash vase, ou bien je fais vraiment la sécurité et je décide de maîtrise du blocage plus armor up. Je pense que ça peut se faire ici, hein. On n'est pas spécialement pressé. Et puis on a vraiment pas envie de mourir à coup de Malygos, même si je pense pas qu'il soit capable de faire 26 points de dégâts d'un tour, on sait jamais. Voilà, en plus une bonne pioche, morsure de la mort qui va nous permettre d'avoir le létal dans 2 tours potentiellement avec gros match, plus l'exécution. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Là il faudra vraiment qu'il nous descende, sachant qu'on a de grandes chances de le tuer dans 2 tours, il va falloir qu'il fasse une grosse pression à ce tour-ci. Ça c'est pas dérangeant, on peut les chercher avec Isera plus morsure. Ça c'est plus dérangeant déjà, puisqu'on ne peut plus aller chercher avec Isera plus morsure. L'enchaînement qui est pas très utile ici malheureusement. Non, c'est pas génial, simplement parce que on n'a qu'une chance sur 3 que ça tombe bien, c'est-à-dire que ça tape les 2 chefs du camp du Diablotin. Il y a
peu de chance quand même. Oui, ici, le mieux je pense c'est d'aller chercher un premier chef, tant pis pour les tokens, hein. De toute façon ça va aller s'écraser contre le crash vase. Et on tempo un tour. Pour le moment on a probablement le létal au prochain tour s'il décide de trader avec son explosion de diablotin. Puisque, avec son explosion de diablotin, pas du tout. Avec son chef de gang du diablotin, ça nous permettra de faire une exécution, ensuite d'aller taper de l'arme dans le héros, puis de gourmache. Connexion, ça nous arrange, hein, ça nous fait... ça le rapproche de la combo avec gourmache. Là, il faut du soin, simplement il faut du soin. Il a plus de robot de soin, donc il lui faut un taunt en fait, il lui faut un... Non, c'est pas le cas, donc siphon, ça met à 14, c'est toujours pas suffisant, on a pile poil le létal pour le moment. Et bah voilà, c'est le GG. Exécution sur le chef de gang, gros match, et on tape. Et voilà, deuxième victoire, c'est Mac José. On arrive combien en 6, 5 étoiles je crois. Ça doit être ça, on va voir ça tout de suite. Ouais c'est bien ça, en 6-5 étoiles. Sympa, une petite série de victoires qui nous permet d'avancer assez vite. D'autant plus que, oui je crois que si je me souviens bien, normalement à partir du rang 5 on ne gagne plus d'étoiles, mais sauf si on est déjà rang 6-5 étoiles en série de victoires, ça nous permettra d'avoir deux étoiles au lieu d'une seule. C'est toujours appréciable. Un adversaire convenable, comme d'habitude. Faudrait qu'il change quand même un de ces 4 bizarres. Parce que bon, c'est marrant au début, mais... Magni. Alors Magni, c'est un peu comme Enlock, comme le démoniste, on sait pas trop si c'est un green patron ou un guerrier contrôle. Je préférais que ce soit un guerrier contrôle, disons que je maîtrise mieux le match-up. J'aime pas l'idée que le green patron puisse me tuer en un tour. Ici on a vraiment pas une mauvaise main. Je garde la fabricante d'armure, même si je trouve pas qu'elle soit très pratique en match miroir, simplement parce qu'on avait déjà le sous-chef cruel, qui permettait de la comboter. Oh oui, on a vraiment une très bonne main ici. Fabricant d'armure, sous-chef, morsure de la mort, plus Harrison Jones. Si c'est un green patron, on est vraiment bien parti. Même si c'est un war contrôle de toute façon. Il pose sa fabricante, on va poser la nôtre également. En espérant qu'il n'ait pas de hache de guerre embrasée. Ça nous arrangerait. Sinon on serait obligé de sortir la morsure. Non, c'est pas le cas, ça nous arrange. Qu'est-ce qu'il fait? Il va probablement aller sur le héros. Ah non, il trade. Ça c'est une grosse erreur. Là franchement il n'y a aucun intérêt à les trader, sauf s'il a un sous-chef, et encore, je vois même pas trop d'intérêt. Simplement parce que ça met sa fabricante à portée de mon sous-chef. Il n'y a absolument aucun intérêt à trader ici, c'est un misplay. Je vois vraiment pas l'intérêt. Morsure de la mort, d'autant plus s'il avait... Ah non c'est vrai qu'il vient d'un top deck, mais... Ouais du coup non, c'est un losing play d'aller trader la fabricante, hein. Ça m'a donné du car advantage. Ici bah, Harrison va se faire plaisir, hein. Si c'est un green patron on est vraiment bien. Briser une morsure alors qu'il a pas posé les patrons, c'est toujours appréciable. Tour 5, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Un crash vase peut-être, qu'on pourrait aller gérer assez facilement. Exécution. Ça va, une exécution sur un autre Harrison, il y a bien plus dangereux comme créature dans notre deck, et en plus on a déjà le... Enfin il a déjà fait son travail, donc ça ne nous dérange pas. Oh, deuxième acolyte, donc là du coup on n'hésite pas. On mord sur face, simplement pour pouvoir faire double acolyte pioche au prochain tour. Même si la Harrison, c'est un petit peu embêtant bien sûr, mais on pourra le chercher avec la hache de guerre embrasée. Donc ça va encore. Crash vase, parfait. Bah franchement c'est parfait, on a de quoi aller chercher le crash vase, on va piocher 2 fois. Même si du coup le sous-chef meurt pour rien, c'est pas gênant. Puisqu'on pioche 2 cartes ici. Ici on fait vraiment un bon tour. Parce que d'ailleurs oui, crash vase, ça veut très probablement dire que c'est un war control. Ce qui nous arrange parce qu'en général dans le match-up war control contre war control, le war qui pioche le plus est généralement celui qui gagne. Voilà, on a combien? 7 cartes en main, il pourrait nous mêler, ouais, tourbillon sous-chef par exemple. Mais c'est du coup très cher et ça aurait finalement assez peu d'intérêt je trouve. Sylvanas, ça c'est embêtant, une Sylvanas à ce stade de la partie c'est assez embêtant. On n'a pas de quoi aller la chercher, on va évidemment pas faire Vierge guerrière, heure de bouclier. Ici on pourrait exécution, pourquoi pas, on pourrait hache de guerre sur le limon, double acolyte exécution. Mais je pense qu'il y a un... Non, c'est pas le meilleur play ici. Ici il y a un play peut-être un petit peu plus risqué mais qui peut s'avérer payant, c'est simplement de poser le crash vase et d'aller taper avec la hache de guerre embrasée dans le limon.
Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances qu'il ait tradé sa Sylvanas dans mon Crash Vase au prochain tour. Du coup, ça la mettrait plus qu'à 2 points de vie, donc pour aller chercher avec nos 2 acolytes de la souffrance. Évidemment, on tape avec l'arme dans la 1-2 parce qu'on veut pas se mêler avec nos propres acolytes, et puis ça les mettra à portée de tourbillon par exemple. De toute façon, nos acolytes vont piocher tôt ou tard, donc c'est pas gênant. Tour 8, qu'est-ce qui pourrait être embêtant tour 8? Là je vois pas trop, faudrait qu'il arrive à gérer nos acolytes. Qu'est-ce qu'il fait? S'il fait rien d'autre, c'est vraiment un mauvais tour pour lui. Parce qu'il va chercher notre... Ouais c'est ça, voilà, très mauvais tour pour lui. Il va chercher notre limon, que de toute façon on aurait été suicidé contre la Sylvanas. C'est un mauvais... Il aurait vraiment pas dû trader ce tour-ci. Parce que du coup, on trade les deux dans la Sylvanas. On les tue la Sylvanas, il récupère rien, alors qu'il aurait récupéré mon limon sinon il l'avait pas tué. On trade l'acolyte, qui en plus n'aura pas vraiment été rentabilisé, hein. Il aura pioché qu'une seule carte. C'est vraiment pas dérangeant. Et là on vierge guerrière. Oui, Sylvanas c'est pas intéressant du tout ici. Parce qu'il y a de grandes chances qu'elle puisse se faire heurtoir par exemple. Même une exécution ou... Non c'est... Non, Sylvanas faut vraiment espérer en tirer le meilleur profit face à un... en match miroir. Ça peut vraiment renverser une partie. Tour 9, il pourrait nous poser Ysera par exemple. Ysera, ce qui serait pas très... Nefarian. Ok, Nefarian. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Parce que récupérer 2 sorts guerriers pour un guerrier, c'est très puissant. Heureusement qu'on a le BGH pour aller le chercher sans souci. Oui, Crash Vase, ça me semble pas mauvais. Même si du coup on provoque un petit peu la baston, c'est pas encore vraiment dérangeant. Tour 10, on espère qu'il a pas récupéré de grosses cartes avec son Nefarian. Là... Ah bah, ça c'est une carte embêtante par exemple. Joli en doré la baston, joli. Ah ça va, c'est le Crash Vase qui s'en sort. C'est pas le pire... c'est pas la pire cible. Bon, c'est pas la meilleure non plus, mais ça aurait pu être pire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour 5 points de mana? Il pourrait poser son propre Crash Vase. Je vois pas d'autres plays. Il trade? Pourquoi est-ce qu'il trade? Qu'est-ce qu'il compte faire? Heure de bouclier? Non. Ah si, heure de bouclier. C'est très cher payé pour aller chercher un Crash Vase qui fait que 3 points de dégâts. Alors qu'il y a quand même beaucoup plus dangereux dans le War Control. Ça c'est un... Non, c'est vraiment un losing play. Ici on maîtrise le blocage. Le top deck Dr Boom est quand même assez sympathique. Même s'il est en BGH, je sais pas si gênant que ça, on a 2 bombes, on peut aller chercher plusieurs choses. Pour l'instant on est vraiment très bien. On a l'avantage des cartes, on a l'avantage du board. Non, bon, pour l'instant c'est nous qui mettons le tempo dans la partie, il est toujours en retrait, il fait que des réponses, il parvient pas à aller sur... il parvient pas à revenir. Torisan qui est embêtant, mais pas tant que ça, parce que de toute façon on a la morsure, il réduit 4 cartes, mais ça aurait pu être pire. Ah, le top deck Ysera. Du coup la morsure est... Non, la morsure est plus vraiment intéressante, ici on préfère Ysera, plus sûr de bouclier. Simplement parce qu'on sait qu'il a plus d'exécution. Il a claqué la première sur l'Harrison Jones, la deuxième sur quoi déjà? Bah sur le Dr Boom justement. Il a clairement pas assez d'armure pour se faire... sauf s'il chope double maîtrise ou blocage par exemple, plus pouvoir, il pourrait tuer notre Ysera, mais ce serait très cher payé, il ferait quasiment rien de son tour. Donc là Ysera est très forte. En plus on récupère Ref, qui est une carte vraiment intéressante dans le match-up. Parce que évidemment le War Control joue des grosses créatures. Et pouvoir les remettre dans sa main pour 0, ça nous donne un gain de tempo incroyable. Là il est vraiment très mal, je vois pas trop ce qu'il pourrait le remettre. Par une baston, mais et encore, de toute façon, même une baston, il serait encore derrière. Il a pas le tempo. Maîtrise du blocage, est-ce qu'il a la deuxième pour tuer notre Ysera? Je crois pas qu'il y en ait joué déjà. Gros match. Gros match sur la 1-2. Ça c'est le losing play, ça c'est le play du désespoir. Ça veut dire... j'ai pas de quoi gérer ta Ysera, je prie pour que t'aies rien et que ça passe, mais c'est pas le cas malheureusement pour lui. Du coup, bah, évidemment, on exécute. On peut poser la verge guerrière, même s'il fait une baston, c'est pas si dérangeant que ça, on a encore de grosses créatures en main, Alexstrasza, Sylvanas. Et pour le moment, on a l'étal au prochain tour, hein, avec morsure de la mort plus sous-chef, et en plus le réveil d'Ysera qui vient d'arriver. Là, je vois vraiment pas comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir. Il n'y a plus de finisher, on est à quasiment 50 points de vie.
Il a moins de cartes en main que nous, voilà. Lui non plus, il voyait pas comment gagner apparemment. C'est donc la troisième victoire, c'est ça, troisième victoire. On passera en 5, 2 étoiles. C'est pas mal, une petite session qui se déroule bien. On enchaîne sur une dernière partie, je pense. On est déjà, on doit pas être loin des 30 minutes de vidéo. Alors, on va voir contre quoi est-ce qu'on va tomber. Encore un adversaire convenable. Et c'est un war. Pandemonium X en 4. On serait... je crois que si... je vais pas vous spoiler, mais je crois savoir quel deck c'est. Ici on garde rien tout simplement, parce que la fabricante est inintéressante dans le match-up si on n'a pas la sous-chef. Heure de bouclier exécution, âge de guerre. L'âge de guerre c'est très bien, heure de bouclier exécution ça l'est beaucoup moins. On ne les utilisera certainement pas avant le milieu ou la fin de partie. C'est vraiment pas ce dont on a besoin au début. Et en plus ils ira gros match. Bon. On n'a vraiment pas une bonne main. Qu'est-ce qui fait tour 2? Probablement un... Ouais voilà. Bon, match Dragon Ball pour le moment comme je les appelle. C'est-à-dire qu'on va se regarder dans le blanc des yeux pendant 3 tours, on va faire notre pouvoir héroïque avant de se fight. Est-ce qu'il y a un acolyte T3? Moi je serais pas du genre à le jouer, mais ça peut jouer un acolyte T3 si c'est un Grim Patron, il pourrait faire une rage intérieure par exemple dessus. Si c'est pas un Grim Patron, il y a moins d'intérêt à le poser, je pense, l'acolyte. Il le pose, un acolyte. Du coup, bah, âge de guerre, pouvoir, hein. On a tout ce qu'il faut pour le gérer. On espère qu'il n'est pas d'Harrison, puisqu'il a... Ouais, il pourra Harrison. Il a toujours la pièce, même si derrière on a encore l'heure de bouclier ou l'exécution pour aller gérer ça. Tour 4, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait se contenter d'armor up, hein. Voilà, armor up. Et une fabricante d'armure. Bon, c'est pas dramatique, mais on n'a pas de quoi aller chercher malheureusement. Bah voilà, top deck, on a de quoi aller la chercher. Ça tombe bien, ça met une petite créature en plus pour éventuellement utiliser une exécution, pourquoi pas. Puis ça nous permet également de vider notre arme, enfin de ne plus avoir d'armes en cas d'Harrison. Même s'il aurait certainement posé autre précédent, je pense, si on avait un en main. Pour l'instant, on sait toujours pas si c'est un Green Patron ou un War Control. Pièce, Torisan peut-être. Ah, le top deck Torisan qui fait mal. Là encore, il récupère. Il réduit 7 cartes, c'est vraiment puissant. On espère que c'est un War Control. Disons que ce serait moins dramatique si c'était un War Control, même si ça reste très fort. On sait toujours pas, parce que Torisan est également joué parfois dans le War Control, même plutôt souvent. Moi je le joue pas dans ma decklist, parce que je préfère jouer Baron Guidon en ce moment. Je trouve pas que Torisan ait un réel impact, même si ça reste une très bonne carte. Morsure de la mort. Ce serait bien qu'on top deck l'Harrison ici. Si c'est un Green Patron, ce serait vachement bien qu'on top deck l'Harrison, sinon il risque de régénérer beaucoup de patrons. Malheureusement c'est pas le cas. Crash Vase, ça va encore. Disons que c'est mieux qu'une Vierge Guerrière, hein. Ça nous laisse quand même 1-2 sur le board et ça nous permet en plus d'armor up. C'est plus intéressant qu'une Vierge Guerrière ici. Et là on prie pour qu'il n'ait pas le client sinistre. On prie très fort, on croise les doigts. Tu n'as pas le client sinistre, tu n'as pas le client sinistre. Il a le client sinistre. Du coup ça va faire mal à ce tour-ci. Rage intérieure certainement. Non, c'est pas une rage intérieure, alors sinon il n'hésiterait pas à la jouer. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il... Ah, non, je vois pas en fait pourquoi est-ce qu'il hésiterait à mettre une rage intérieure ici. Peut-être un sous-chef cruel du coup, peut-être un sous-chef cruel, ouais. Ça pourrait être un sous-chef cruel, et il voudrait l'utiliser pour tuer mon limon. C'est possible, je suis pas sûr que ce soit le meilleur play, mais c'est possible. Là il génère 4 Grim Patron, oh c'est bien ça, il avait bel et bien un sous-chef, en plus il pioche, heureusement que son héros n'était pas blessé, ça aurait pu être bien plus embêtant. Mais là on n'a pas de... on a rien, enfin je veux dire, on n'a pas vraiment de quoi gérer ça. Situation critique, et situation critique dit encore une fois, YOLO baston. Alors là toute la question c'est est-ce qu'on pose l'acolyte avant ou non? Je pense pas, même si l'acolyte nous donne une cible supplémentaire en gagnant en cas de baston. L'inconvénient c'est que si c'est la 3-2 qui repop, ou la 3-1 même, on pourrait pas l'exec puisqu'on n'aurait pas de mana suffisant. Oh ici c'est la 2-2, encore une fois on a vraiment beaucoup de chance sur les bastons aujourd'hui. Ça tombe vraiment bien. Ça fait déjà une menace de moins,
on reprend entre guillemets le tempo, on va piocher certainement une ou deux cartes. Officier champ de guerre. Deuxième Green Patron. Ah, décidément, elle fait vraiment une sacrée sortie. Hein. Deuxième Green Patron. Enfin, remarque s'il n'y a pas de rage intérieur, ça nous arrange. Ça nous arrange vraiment s'il n'y a pas de rage intérieur. Ou de tourbillon réduit. Mais... est-ce qu'il l'a? Non, il l'a pas, donc c'est parfait. Franchement, ça nous arrange beaucoup. Parce qu'ici, évidemment, on claque l'exécution sur la 3-2. Et on fait le gros match sur la 3-3. Ce qui fait qu'il peut plus générer de Green Patron, ça fait une grosse menace en moins. Évidemment, on traite le Green Patron et pas l'officier champ de guerre. L'officier, certes, il est dangereux, mais il est toujours moins que les Green Patron. Berserker Acument, il va pouvoir tuer notre... ah, il va pouvoir tuer notre gros match, malheureusement, grâce à ça. Remarque qu'il envoie le Berserker Acument sur le... ah non, c'est pas le cas, ça aurait été vraiment rentable. Mais oui, il envoie tout ça, il génère... oh la vache, il fait un max de... il fait beaucoup de points de dégâts sur son officier, sur son Berserker Acument. Et par contre, j'ai pas trop compris pourquoi ce qu'il a dit c'était une erreur. Est-ce que c'était un petit taunt, un petit DM? Ah non, bien sûr que non, non. En fait, c'était simplement pour... comment dire? Parce que du coup, son Berserker est sensible à deux choses, soit au BGH, soit à l'exécution. Alors bien évidemment, j'ai ni l'un ni l'autre, mais ça aurait pu être le cas. Effectivement, c'était peut-être pas le meilleur play à faire. Même si du coup, ça... là c'était un pari risqué, mais un pari payant, puisqu'il a pu faire plus de points de dégâts comme ça. Donc ici on morsure plutôt que... on aurait pu crash vase, mais c'était quand même assez risqué s'il avait une exécution. Il aurait pu nous tuer ce tour-ci. On préfère pas prendre de risque. Aïe aïe aïe, Harrison qui fait mal. Harrison qui fait mal, on avait vraiment pas besoin de ça. Parce que là du coup c'est nous qui sommes derrière en termes de tempo. En plus il pioche. Bon, encore une fois son guerrier n'est toujours pas blessé, ça nous arrange. Même si il pioche, il a vraiment beaucoup pioché dans la partie. Il lui reste encore... bah en fait pour nous tuer il reste un officier champ de guerre, un berserker équipement et gros match. Donc il pourrait faire une combo en 1 ou 2 tours. Ce serait tout à fait possible. Oh là là, en plus il parvient à gérer nos vierges guerrières, ce qui fait qu'on peut pas aller chercher l'Harrison Jones, c'est vraiment embêtant. Ouh, ça c'est du bon top deck, ça c'est le top deck qu'il nous fallait, le heurt bouclier pour aller chercher la 5-2, on avait vraiment pas envie qu'il nous fasse davantage de dégâts. Ici le heurt bouclier qui nous sauve peut-être la partie. On préfère bien évidemment Isera au Dr Boom, même si Isera peut être exécuté et du coup on n'aura plus de créatures sur table, ça reste moins dangereux qu'un Dr Boom. Parce que Dr Boom c'est 3 créatures sur le terrain, donc ça veut dire plus de possibilités de... disons, plus de dégâts pour un officier, pour un berserker équipement, même si évidemment il y a le risque des bombes qui tombent dessus. Mais comme on sait qu'il reste que le berserker équipement et que gros mage pour nous tuer, on veut vraiment limiter un maximum les chances de mourir tout simplement. Alors, ah c'est dommage, il a réussi à exécuter notre Sylvanas, c'est embêtant. On a eu ce Rayeux, c'est peut-être pas la meilleure carte malheureusement. Quoique en fait, non, bien réfléchir, c'est peut-être une des meilleures cartes qu'on pouvait avoir. Parce que le Drake, bon le Drake est sympa, mais ça nous aurait pas permis d'armor up à ce tour-ci. Réveil d'Isera aurait été carrément inutile, on n'a pas envie de se blesser davantage. Rêve, bof, on n'a pas vraiment grand chose à envoyer dans la main de l'adversaire. Non, ici la Soreilleuse est pas mauvais comme carte en fait, tout bien réfléchi. Ah, une morsure de la mort, là faudrait vraiment qu'on prie pour un top deck Harrison. Il est pas venu précédemment, ce serait bien qu'il vienne ce tour-ci. Faudrait un petit peu de chance, hein. Je sais pas combien de cartes on a dans le top deck, mais il va rester une bonne quinzaine je pense. Alors que Pandemonium X c'est déjà quasiment la fin de son deck. Top deck Harrison, ça c'est du top deck qui fait plaisir. Ça c'est encore une fois le top deck qui peut nous sauver la partie. Là je décide de trader avant, je sais pas bien pourquoi, ça a peu d'intérêt, j'aurais d'abord dû piocher, de toute façon il aurait quand même eu un point d'armure. Bon ça change rien, de toute façon l'enchaînement était pas très utile. Oui, malheureusement on n'a pas vraiment vu l'intérêt de l'enchaînement dans cette petite session. Mais bon, pour l'instant on gagne, donc c'est pas plus mal. Rage de guerre, décidément il y a... chaque tour on essaye d'imposer notre rythme de jeu, mais il y a les réponses, hein. Chaque tour c'est vraiment ennuyeux. Maîtrise du blocage qui est pas mal encore comme top deck, hein, ça nous fait toujours de l'armure, on est à 28 points de vie. Plus la vierge guerrière, ah non, en fait non, Dr Boom est bien mieux ici. Parce que... simplement parce que là on est à 28 points de vie, même une combo à base de berserker équipement, ça nous tuerait pas. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour tuer Dr Boom, pendant qu'on est encore assez haut en vie. C'est quand même une grosse pression, hein, Dr Boom. En général on joue pas le BGH.
dans le green patron. Il faudra une exécution. Il en a déjà claqué une, il en reste encore une. Il y a de très grande chance qu'il l'ait en main, puisqu'il lui reste plus que seulement une seule carte dans son deck. Donc là, d'ailleurs, puisqu'il lui reste qu'une seule carte dans son deck, on sait qu'il a... voilà, il le sait également. Il va essayer de nous tuer en 2 tours. Le premier tour avec Grommash, le deuxième tour avec le Berserker. Pourquoi pas? Ça peut marcher, hein. Ça peut vraiment marcher. Si j'ai pas de bonne solution, ça passe. Il tape alors, pour faire une exécution, bien évidemment. Ce qui fait qu'on faudrait être un peu chanceux sur les bombes là, hein, si on veut pouvoir survivre au prochain tour, à moins qu'on chope une exécution. Il va falloir qu'on soit chanceux. Oh, le BGH, décidément on n'a pas de top deck cette partie, ça nous arrange bien. Mais en fait, tout bien réfléchi, ici le BGH est vraiment, est excellent. Mais c'est pas le meilleur play. Non, ici le meilleur play c'est carrément de fabricant d'armure, d'aller taper avec les bombes. Pourquoi? Simplement parce que déjà ça nous génère de l'armure, c'est toujours bien. Et en plus, ça limite les créatures sur notre terrain, donc ça limite les dégâts potentiels que peut faire le Berserker avec humain. De toute façon, même si les bombes ne tombaient pas bien, on pouvait toujours BGH derrière, c'était pas un souci. Là du coup on le laisse à... Enfin, on le laisse. On est à 26 points de vie, il lui reste que 4 cartes pour nous faire ces 26 points de dégâts, je pense pas que ce soit possible. Ici on top deck Permankedon, on va pas le poser, on n'a aucun intérêt. On va se contourner l'armor up et l'attaquer, et on gagnera normalement à la fatigue. Là je vois vraiment pas comment il peut gagner. Honnêtement, il peut aller jusqu'au bout pour l'honneur, mais non. Voilà, il choisit la mort, avec honneur et bravoure comme Garrosh. Et c'est donc la... combien? Troisième? Non, quatrième victoire d'affilée pour cette petite session de ladder. Ça fait toujours plaisir. Grimper comme ça sans perdre, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur Hearthstone vous aura plu, enfin, en tout cas pour ma part. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, pouce vert et tout. Si vous avez la moindre remarque constructive, qu'elle soit positive ou négative, hein, pas de souci, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Du coup, voilà,